La mort en montagne, une approche sociologique. Une conférence de Juliette Craplet à l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix-Mont-Blanc et de la Petite Université. Voilà, donc maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc déjà effectivement merci d'être venus aussi nombreux. Alors je répète un peu ce que disait Clémentine, hein, c'est effectivement un sujet qui a l'air d'intéresser, en tout cas voilà de vous toucher, évidemment les pratiquants de la montagne, mais aussi ceux qui sont proches de gens qui la pratiquent. Donc ça fait un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder parce que c'est un sujet qui a une charge émotionnelle qui est assez forte. On en a aussi fait un peu l'expérience dernièrement avec la mort de Christophe Henry, je pense qu'il a suscité beaucoup d'émoi dans la communauté montagne. Et donc on a aussi pour lui une pensée ce soir, pour lui et bien sûr pour ses proches. Alors cette dimension émotionnelle, bien sûr, on va la prendre en compte, on va en parler parce que ça fait évidemment complètement partie du sujet, mais en tentant quand même de la mettre à distance parce que comme dans toute démarche scientifique, on essaie de mettre son objet un peu sous son microscope, à la lumière blanche un peu de la science, en libérant un peu les affects pour que ce soit le plus objectif possible. Donc on va essayer ça, mais tout en analysant objectivement les affects, ce qui n'est pas forcément toujours facile, bien sûr. Alors la mort en général c'est un sujet qui peut évidemment s'aborder de multiples manières, c'est ce que je mettais dans ma présentation sur de la conférence, historique, démographique, médicale, poétique, artistique, psychologique bien sûr, philosophique, et donc ce soir on va vraiment retenir de l'approcher de manière sociologique. Alors je sais que pour certains c'est pas forcément très clair ce qu'est la sociologie, ce qu'est son objet, donc je vais faire une petite précision en rappelant un peu sa définition. Donc la sociologie c'est une discipline des sciences sociales qui étudie les liens entre les individus, qui étudie donc leurs actions, leurs représentations, leurs relations et par lesquelles ils vont faire société. Donc en fait globalement ça vise à comprendre comment les sociétés fonctionnent, évoluent, se transforment et quelle est l'impact en fait du social sur les individus, donc sur leur comportement, leurs pensées, etc. Alors à ce sujet, je vais quand même vous lire un petit texte que j'aime beaucoup, qui est un texte extrait d'un ouvrage de Bernard Lahire qui s'appelle « Pour la sociologie ». Donc Bernard Lahire est une grande figure de la sociologie française contemporaine, et je trouve que ce texte résume assez bien ce qu'est la sociologie. Donc, la sociologie suscite de nombreuses résistances. En rendant visibles les régularités collectives ou les habitudes dont les individus ne sont pas toujours conscients, en mettant aussi en lumière des structures, des mécanismes ou des processus sociaux qui sont rarement le produit de la volonté des individus, tout en les traversant en permanence de manière intime, elle a infligé à l'humanité une quatrième blessure narcissique. Après la blessure copernicienne, qui a détruit la croyance selon laquelle la Terre serait le centre de l'univers, après la blessure darwinienne, qui a ruiné toute vision d'une humanité séparée radicalement du règne animal, et après la blessure freudienne, qui a forcé à reconnaître que l'activité psychique n'était pas entièrement consciente, la blessure sociologique a fait tomber l'illusion selon laquelle chaque individu serait un atome isolé, libre et maître de son destin, petit centre autonome d'une expérience du monde avec ses choix, ses décisions et ses volontés sans contrainte ni cause. La sociologie rappelle que l'individu n'est pas une entité close sur elle-même, qui porterait en elle tous les principes et toutes les raisons de son comportement. Par là, elle vient contrarier toutes les visions enchantées de l'homme libre, autodéterminé et responsable. Voilà, alors c'est peut-être un petit peu dur, évidemment ça n'exclut pas l'idée aussi de liberté, simplement ça la remet aussi dans un cadre où on est peut-être parfois un peu moins libre que ce qu'on croit dans la façon dont on va percevoir les choses, se les représenter, penser le monde, avoir ses idées politiques, etc. Et je pense que c'est aussi bien d'avoir ça en tête avant évidemment d'approcher la mort de manière sociologique. Alors le sujet ici, c'est pas donc la mort en général, bien sûr, c'est la mort en montagne, mais globalement, le fait de le faire de façon sociologique, c'est intéressant parce que la mort est un indicateur culturel qui est extrêmement riche. C'est vraiment un révélateur en fait de ses valeurs, de son fonctionnement pour une société, de sa vision du monde, du cosmos, etc. Donc on se rend compte même dans l'histoire que c'est par l'étude des sépultures, par exemple, qu'on a pu découvrir tout un nombre de grandes civilisations
civilisations anciennes, comme par exemple voilà, l'Antiquité égyptienne. Donc en fait, s'interroger sur la mort, c'est évidemment interroger le vivant. Hein. Donc c'est évidemment, ça peut paraître être un sujet austère, mais ça ouvre sur plein de questions beaucoup plus positives, bien sûr. Alors, donc, je ne vais pas répéter l'intitulé précis de mon sujet de mémoire parce qu'effectivement, il fait un petit peu peur. Donc, je vais essayer de l'aborder de façon, bien sûr, plus vulgarisée. Et donc, on va l'aborder globalement, la mort en montagne, mais par vraiment l'angle des représentations des professionnels, qui est le public donc, que j'ai enquêté. Donc, comme je suis un peu universitaire maintenant, je vais forcément passer par des propos un peu introductifs pour définir les choses dont on va parler ce soir. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par la mort en montagne? Alors c'est une formule qui est empruntée au langage courant. Alors là, je suis assez proche en fait de cet usage commun, dans le sens où on se rend bien compte que derrière la mention du lieu, en fait, c'est bien sûr autre chose que le fait que la mort survienne dans la montagne. Donc ça comprend pas, par exemple, je sais pas, le skieur qui a une crise cardiaque sur les pistes, la promeneuse qui fait une mauvaise chute en allant cueillir des myrtilles. Évidemment, il ne s'agit pas de ça. Donc derrière, en fait, cette mention du lieu, c'est un ensemble de pratiques que ça concerne. Donc on va parler globalement de toutes les activités qu'on met sous le terme générique d'alpinisme. Donc le terme générique d'alpinisme au sens large. J'ai oublié que j'avais un petit PowerPoint. Voilà, donc comme ça vous l'avez. Donc la mort en montagne, ça va être vraiment celle qui va concerner ce qui arrive sur le domaine montagne, qui est le lieu d'intervention des secours, mais donc hors domaine skiable. Et donc là, vous avez effectivement les définitions qui se précisent. C'est l'ensemble des territoires peu ou pas aménagés. Et donc c'est là qu'on va pratiquer les activités dont il sera question. Donc l'alpinisme au sens large, en l'occurrence, ce sera alpinisme pur, cascade de glace, ski de montagne, etc. Ensuite, pour ce qui est un petit peu plus du choix de l'approche méthodologique qui est la mienne, c'est que donc il faut savoir que c'est une approche qui est qualitative, donc c'est pas une approche quantitative. Donc moi, je vais avoir travaillé essentiellement sur les discours. Donc les discours des professionnels de la montagne, sachant que par professionnels de la montagne, je l'entends de façon un peu restrictive, donc c'est pas tous les professionnels de la montagne, ça va être les guides de haute montagne, les formateurs et les secouristes. Alors j'ai essayé donc de les avoir de façon assez représentée dans mes entretiens. Donc c'est ça aussi. Donc j'ai pas dit. C'est que donc dans les sources que j'ai choisies, il y a une partie qui concerne les discours publics, donc qu'on va retrouver en fait dans la presse, les médias, des conférences publiques que je vais avoir retranscrites, des vidéos, tout ce qui est parole publique. Et puis toute une partie qui concerne plus la parole privée entre guillemets, qui est celle que je vais avoir recueillie en entretien, donc auprès de ces professionnels que j'ai séparés donc en 3 grandes catégories. Donc ça fait en tout une douzaine d'entretiens qui ont duré entre 1h30 et 2 heures. Voilà. Alors, à partir de ces données donc, que j'ai analysées, j'ai cherché à comprendre quel était en fait le rapport des professionnels de la vallée de Chamonix à la mort et quelles étaient leurs façons de se la représenter et surtout quel était le lien en fait entre ces représentations et la pratique de la montagne. Donc, une des questions principales de mon étude, c'était comment s'élaborent en fait les normes de pratique en matière d'alpinisme à partir des représentations de l'accident mortel et puis leur évolution. Alors c'est sûr que pour étudier ça, la vallée de Chamonix c'est quand même un terrain privilégié, déjà parce que historiquement c'est évidemment un lieu iconique de la pratique de la montagne, et puis c'est ici que se forment beaucoup de professionnels. Évidemment, on est justement à l'ENSA, ce qui est très cohérent ce soir. Alors pourquoi je suis partie sur ce sujet? Parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée, c'est un peu bizarre, pourquoi tu t'intéresses à ça? Et c'est vrai que moi je suis pas chamoniarde et que quand je suis arrivée ici, une des premières choses que j'ai pu remarquer, un étonnement, peut-être pas très positif, mais enfin ça a été justement la fréquence des morts, et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez choquant. J'avais vu en un an, j'ai vu plus de morts que dans toute ma vie d'avant réunie, et je me suis dit mais comment fait la population locale pour faire face à ces tragédies quand même assez régulières qui pouvaient en plus toucher des jeunes.
Alors je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'en fait ils élaborent voilà, des représentations positives? Est-ce que pour eux c'est une bonne mort? Est-ce que c'est parce qu'en fait à force ils y sont habitués, qu'ils développent un certain fatalisme, etc. Donc ça a été un peu mes questions de départ. Alors sur cette question de la bonne mort, je l'ai évidemment posée à mes enquêtés, hein. Donc il semble déjà qu'une représentation assez commune qui peut circuler dans le grand public, mais depuis déjà la fin du 19e siècle, donc par le biais de la culture populaire, de films, de littérature, et de discours même, hein, d'hommages funéraires, présente en effet la mort en montagne comme une bonne mort, assez héroïsante, qui est empreinte de la positivité de la passion, voilà, et des valeurs de l'individualisme, hein, qui sont quand même aujourd'hui largement partagée et défendue, hein, comme la liberté éprouvée, voilà, assumée jusqu'à en mourir, et qui ferait donc de la mort en montagne une mort préférable à beaucoup d'autres, comme les morts de sénilité, de maladies douloureuses ou dans la solitude, etc. Alors pour prendre un exemple contemporain, j'ai mis cette illustration qui est une séquence de l'adaptation cinématographique du Sommet des Dieux, le célèbre manga. Et donc là, bon, je spoil un peu pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, mais donc Abu, le héros, meurt. Et donc il meurt en redescendant de l'Everest. Voilà, c'était le sommet de sa vie. Et il y a effectivement une mise en image absolument sublime. Les paysages sont incroyables, et en plus il y a une rupture où après le plan c'est une foule grise dans la ville, métro, boulot, dodo. Donc il y a aussi par ce contraste une volonté de valoriser le fait, voilà, la mort un petit peu du tigre sur sa montagne à côté des moutons qui font leur petite vie peut-être sans risque, mais qui est une vie très triste. Donc ça c'est un exemple, par exemple, de sublimation de la mort dans la culture populaire. Après, on peut aussi la voir de façon beaucoup plus réelle dans par exemple, des hommages funéraires qu'on peut faire pour des alpinistes qui se sont tués en montagne. Donc par exemple, là, le PGHM, dans une publication sur leur page Facebook officielle, a rendu hommage comme ça à l'un de leurs secouristes qui est mort en montagne en 2021, dans un récit très beau, hein, voilà, à des tonalités très, très romantiques, très esthétiques, que je vais vous lire. Donc, comme pour célébrer la réouverture de l'aiguille du Midi, un soleil radieux est venu rehausser, après une trop longue absence, la splendeur de l'arête des cosmiques. Les nouvelles neiges ont ceint d'un blanc immaculé ces pilastres dorés qui se détachent fièrement dans un ciel azur. Le temps est comme suspendu. Dans la froide quiétude des hautes altitudes, le Mont Blanc contemple l'un de ses fils, endormi contre lui. Emporté par une avalanche à 12h30, l'alpiniste vient d'achever sa dernière ascension. Ce pourquoi tu acceptes de mourir, c'est cela seul dont tu peux vivre. En réservant son dernier souffle à celle qu'il avait tant aimée, il sublima la passion qui anima chaque instant de son existence. Fauché en plein élan, bien trop tôt pour ceux qui restent, il vint au rendez-vous fixé par le destin avec l'élégance de ceux qui ne se dérobent pas. Ceux que la montagne a décidé de garder près d'elle et dont les yeux ouverts pour la dernière fois ont reflété les cimes resplendissantes et pures. Donc c'est un très beau texte, un bel hommage qui était largement mérité, et ce post a été aimé par des milliers de personnes, commenté des centaines de fois, partagé des centaines de fois, ce qui montre en fait aussi l'adhésion de la communauté montagne à ce genre de discours. Donc ça montre aussi la légitimité qu'on peut avoir à s'interroger sur est-ce que c'est donc une bonne mort, est-ce que c'est une représentation qui est réellement partagée. Parce qu'il faut savoir que chaque société, chaque époque, chaque culture se représente un idéal de la mort accomplie, hein, pour reprendre une formule d'un sociologue, Jean-Hugues Deschaux, de la mort glorieuse, en gros, du héros grec, à la mort un peu exaltée du romantique au XIXe siècle, la mort sans souffrance, rapide au XXe siècle, ou même la mort qui émerge un peu au XXIe siècle, la mort choisie, par exemple. Voilà, on voit que chaque époque a un petit peu son idéal de la mort, et que ces modèles, ils sont multiples, ils sont changeants. Donc, est-ce que la mort en montagne pourrait être un modèle contemporain de bonne mort, puisqu'elle s'inscrit dans une ligne de vie choisie, puisqu'elle est dans le cadre d'une passion, etc. Alors Pierre Mazot va même lui aussi très loin. Par exemple, il va dire à propos de ses compagnons qui sont morts lors de la tragédie du Pilier du Fresnay en 61, ils ont eu comme le bonheur de mourir jeunes où ils souhaitaient mourir.
Donc là, on voit que la valorisation, quand même, de la mort en montagne, elle est particulièrement forte. Alors, j'ai même interrogé un peu mes enquêtés sur cette formule. Et ben là-dessus, il y a quelque chose qui est ressorti quand même de façon extrêmement nette. C'est que vraiment, non. C'est pas une bonne mort. Alors éventuellement c'est moins pire qu'une autre, mais non, c'est pas une bonne mort. Donc d'ailleurs les propos de Mazo ont été rejetés de façon parfois même très radicale, très unanime, très spontanée. Marc par exemple, il va dire je suis en total désaccord. J'ai noté un petit peu là. Je n'ai aucune fascination pour le choc de la jeunesse contre la mort. C'est un truc qui me révulse depuis toujours. Alain, c'est des conneries. Après, tu peux toujours arranger le truc, adoucir. Mazo, je t'en sors des citations dans tous les sens. C'est tellement un drame. T'imagines le truc, tu pars à je sais pas combien et tu reviens à 2 ou 3. Tout ce qui est dit est forcément... Alors, en l'occurrence, il n'avait pas terminé sa phrase, mais on sent bien qu'en fait, sous l'influence de facteurs émotionnels, de difficultés psychologiques, on en vient à dire des choses, à défendre une représentation, mais qu'on ne pense peut-être pas réellement. Alors pourquoi, justement, s'il n'y a pas cette adhésion, si personne, entre guillemets, n'y croit, pourquoi est-ce qu'on continue de la présenter de cette manière ? Et bien évidemment, c'est notamment pour sa fonction consolatrice. C'est-à-dire que dans ces moments, c'est tellement douloureux que représenter la mort de cette manière-là, c'est évidemment une façon, une tentative d'apaiser, de neutraliser la douleur. Et ça, pour ça, mes enquêtés... étaient tous dans cette ligne-là, à dire voilà, c'est une façon d'atténuer la souffrance, de se consoler. Pour Arsène, les propos de Mazo, c'est pas un message adressé à ceux qui... Je fais des citations. C'est pas un message adressé à ceux qui sont morts, en fait. C'est un message qui est adressé aux vivants. C'est juste une manière de se remettre en optimisme, en envie, pour se consoler, essayer de repartir. Donc ça, c'est une constante. Mais donc, je fais aussi une petite digression par rapport à ces mises un petit peu en récit sublimé. C'est que ça manifeste aussi autre chose quand même. C'est-à-dire qu'il y a une fonction consolatrice bien sûr, mais ça manifeste aussi le goût de l'alpinisme pour la beauté. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui revient beaucoup. C'est l'importance de la dimension esthétique dans la pratique de la montagne. Donc bien sûr la beauté des paysages, mais aussi la beauté du geste, la beauté de l'ascension, la beauté de l'esprit, et je pense qu'on peut le retrouver notamment dans le texte pour le secouriste, justement dans l'écriture assez lyrique, dans ce soin porté à la description. Ça montre ce rapport aussi un peu poétique de l'alpiniste au monde. Et d'ailleurs, le philosophe Jankélévitch, vous connaissez un peu, il présente l'alpiniste comme l'archétype de l'aventurier qui développe justement un rapport poétique au monde. Alors, on va pas partir, c'est pas tellement le sujet, la beauté et l'alpinisme, même si c'est un sujet intéressant aussi, mais ça peut aussi être un élément de compréhension du fait que, par exemple, les enquêtés parlaient pas donc de bonne mort, mais parfois éventuellement de belle mort. Alors, il y a une petite différence, dans le sens où évidemment il n'y a pas la même charge morale dans la notion de belle mort, même si évidemment il ne faut pas que ce soit révoltant, mais il y a cette idée, les contours sont moins précis, il peut y avoir une charge symbolique qui s'y mêle, il faut une ascension qui a été celle que la personne a toujours souhaité faire. Alors là par exemple, un de mes enquêtés évoquait la mort des époux Trappier à l'aiguille du Goûter. Donc ils étaient partis, donc ils avaient un certain âge, et ils étaient partis pour faire un couloir que lui avait ouvert des années auparavant, et donc ils se sont fait prendre dans une avalanche en y montant. Et par exemple, il dit ça c'est quand même un peu une belle mort. Alors on sent que c'est un peu timide, mais il y a cette idée, ils ont un certain âge, donc ils laissent pas d'enfants jeunes, ils sont tous les deux, donc il y en a pas un qui va souffrir de l'absence de l'autre. Symboliquement c'est beau. Bon, on peut parler d'une belle mort, et puis on va l'entendre parfois pour ceux qui sont morts sans souffrance dans une belle ascension. Donc c'est quand même évoqué, mais pas bonne, mais belle. Voilà. Pour ce qui est justement, donc pour revenir à cette idée de bonne mort, donc n'étant pas un modèle finalement efficace pour favoriser l'acceptation, je m'étais interrogée aussi sur le fait que la familiarité pouvait peut-être permettre une certaine habitude, c'est-à-dire qu'à force de la fréquenter, on s'habitue. Alors sur ce sujet, les postures sont un petit peu moins nettes. On en a deux
qui peuvent se recouper. La première consiste à dire que la familiarité, oui, ça aide, et la seconde à dire que non, ça use, en gros. Alors dans le premier cas, pour ceux qui affirment que c'est finalement qu'on peut s'habituer, ils disent que même si c'est toujours pénible, forcément, voilà, à force, le cerveau est entraîné et qu'en fait ça permet de développer des compétences émotionnelles et psychologiques qui leur permettent in fine de mieux faire face à l'accident mortel quand il survient. Alors il y a soit quand il s'agit par exemple de la perte d'un proche, donc parce que ça permet de mieux appréhender les étapes du deuil, on les connaît mieux, on les passe mieux. Et même si ça n'empêche évidemment pas la tristesse, ça permet de moins se laisser envahir, d'être moins abattu. Et lorsqu'il s'agit d'un accident dont on est spectateur ou dans lequel on est impliqué, en permettant de ne pas perdre ses moyens, de ne pas rester paralysé et de pouvoir mieux se comporter. Et il y a un dernier point, c'est aussi celui qui dit voilà, ça aide à relativiser sur ses propres difficultés et à savourer d'autant plus le fait d'être vivant. Alors là, je vais faire un petit point plus spécifique sur les secouristes parce qu'ils ont un rapport qui est encore différent, puisque pour eux, la mort, c'est un événement qui est à gérer. C'est quelque chose de concret qu'il faut gérer concrètement. Donc, ils ont forcément une approche pragmatique de la mort et gestionnaire. Donc, par exemple, un de mes enquêtés dit comme ça que c'est pas un boulot qui est fait pour tout le monde parce que tout le monde ne peut pas forcément arriver à encaisser ça tout le temps et à mettre l'émotionnel de côté, ce que certains donc parviennent à faire pour pouvoir faire le boulot. Donc par exemple, un de mes enquêtés du PGHM de People à retraite dit j'arrive à mettre une distance, à me dire il faut faire, il faut y aller, si on le fait pas, il faut changer de métier. Moi j'y arrivais. Est-ce que c'est un mental particulier, des dispositions? Mais j'arrivais à me dire je laisse les émotions, même si c'est un membre arraché, des fractures ouvertes, du sang, des fois les viscères qui sortent, c'est dégueulasse, mais il fallait faire. Donc là, on voit que évidemment, c'est un travail très concret qui met en avant. Voilà, c'est comme ça, c'est le boulot. Ça revient souvent chez les secouristes, c'est le côté, c'est le boulot. Mais donc, ça montre qu'en fait, ce travail concret, il s'accompagne d'un travail émotionnel. Alors le travail émotionnel, c'est une notion qui a été bien théorisée par une autre sociologue qui s'appelle Hochschild dans les années 80 et qui montre que beaucoup de métiers, en réalité, on ne le reconnaît pas, mais il y a un travail émotionnel très important. On le retrouve chez les soignants notamment, où l'idée en fait est d'arriver à évacuer de façon optimale l'émotionnel des tâches et de parvenir à une coordination de soi et de ses propres émotions pour que le travail puisse sembler s'accomplir sans effort. Mais ça, c'est un travail. Et donc, je crois que vraiment que le travail du secouriste, c'est pas juste gérer des corps et des machins, c'est un travail émotionnel qui est très important. Et donc que certains arrivent à faire et d'autres peut-être un peu moins. Et donc c'est pour ça que certains vont avoir une posture un peu différente et dire en fait non, on ne s'habitue pas vraiment. Alors par exemple, le côtoiement pour certains s'accompagne en réalité d'une usure. Donc un autre secouriste dit dans ce sens que le contact répété de la mort est vraiment fait une usure progressive et que le traumatisme en quelque sorte s'accumule. Donc il dit, avec le temps, ça devient de plus en plus dur. En fait, au début, tu as l'impression que c'est normal, que ça fait partie du boulot et que tu vas vivre facilement avec. Et après, je trouve qu'il y a une usure. Tu préfères que ce soit pas le jour où tu travailles qu'il y a un mort. Je me demande s'il n'y a pas deux niveaux sur lesquels tu es touché et que tu en as un que tu ressens pas, mais qui s'accumule pour plus tard. Je les ai mis un petit peu là. Et donc pour Pascal, qui est un médecin urgentiste, qui est attaché aussi à une unité de secours, il dit même que ça en vient à lui gâcher son rapport à la montagne. Il dit voilà, la montagne a une sale gueule. Finalement, c'est quand même triste un peu ce qui se passe en montagne. Et donc ça me gâche ma montagne de faire ce métier. Alors évidemment, c'est des propos qui sont isolés dans le cadre d'un entretien. Donc après, il y a aussi plein d'autres propos qui sont très, beaucoup plus positifs sur les autres aspects agréables du métier, quand on en sauve, etc. Mais donc là, je l'isole aussi pour montrer quand même que finalement, il y a une réalité dans l'usure de la confrontation à la mort.
Pour ce qui concerne plus les proches, donc là c'est plus un guide qui va parler, il va dire bah non mais en fait on se carapace, on se blinde, on se préserve mais on s'habitue pas. Et pour lui comme pour d'autres, la confrontation régulière en fait, voilà, et les stratégies de défense qu'on peut mettre en place n'empêchent pas la souffrance et le vide laissé par l'absence. Donc il dit par exemple, Vincent, ça fait 30 ans qu'il est mort, plus même, il est mort en 87. Ça fait un paquet d'années qu'il est mort, mais c'est toujours présent. J'ai perdu une partie de moi-même. Voilà. Donc on voit là clairement que la familiarité, elle permet pas réellement de s'habituer. Donc ça pose une question qui est un peu plus théorique. Alors pardon pour ça, j'essaye de la rendre un petit peu digeste quand même, mais c'est que ça interroge la théorie du déni social de la mort. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une théorie qui est largement répandue dans les analyses en sciences sociales qui traitent de la mort dans les sociétés occidentales et notamment chez les anthropologues et les historiens comme Ariès, qui soutiennent que les Occidentaux, depuis la seconde moitié du XXe siècle, se détournent de la mort, en l'invisibilisant, en faisant uniquement l'affaire de la science, des médecins ou de professionnels du funéraire d'ailleurs, et ils la définissent comme une sorte de nouvel interdit, qui serait en fait genre l'exact opposé de la mort familière des siècles précédents, puisqu'avant il y avait des épidémies, il y avait des guerres, des maladies qui la rendaient évidemment beaucoup plus présente. Alors forcément, ce qu'on vient de voir, ça montre que cette théorie, elle n'est pas forcément pertinente dans le sens où la familiarité n'a pas empêché ni la douleur ni la souffrance. Elle n'a pas permis d'en faire une chose simple, comme c'est une autre formule d'Ariès. Donc non, c'est-à-dire que finalement, moi, et c'est là ce que j'avance un peu, c'est que la familiarité avec la mort, elle n'aboutit pas finalement à une accoutumance, mais à une autre forme de déni, qui n'est pas le déni de sa présence, parce qu'elle est trop là pour qu'on nie sa réalité, mais le déni de la mort douloureuse, c'est-à-dire de la souffrance que la mort peut générer. On le retrouve par exemple dans cette idée que quand il y en a qui meurent en montagne, on se dit bah oui, mais c'est le jeu, quelque part une forme d'injonction à ne pas se plaindre parce que ça fait partie de l'activité et qu'on voilà, on le savait, et donc bah oui, voilà, et donc on sent que la parole est un peu empêchée aussi à ce niveau-là. Alors peut-être à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle plus institutionnelle, notamment par exemple dans une institution comme le PGHM. C'est quelque chose qui a souvent été tabou, la question justement du rapport des secouristes à la mort. Il y a un des enquêtés comme ça qui dit « Ça fait peu de temps qu'on commence à en parler. Je me rappelle, il y avait eu une intervention à l'ENSA sur le stress post-traumatique et tout ça, pour la formation des guides, qu'on avait trouvé super intéressante. Et du coup, je crois qu'on avait essayé de faire venir la personne. Je ne sais plus si c'était une psy ou quoi, pour les secouristes. Ça n'avait pas abouti. Je pense que ce serait super bien, au moins de savoir ce que c'est. Parce que quand tu le vis, après tu peux au moins te dire « Ok, là je suis en train de vivre ça, donc il faut peut-être que je me fasse aider ou pas ». Et ce qu'il y a, c'est qu'à la gendarmerie, c'est hyper tabou en fait, jusqu'il y a très peu de temps. Pas beaucoup de monde en parlait. Enfin, ça l'est toujours, mais ça change doucement. Donc les choses évoluent, donc ça c'est bien. Mais par exemple, il n'y a pas d'accompagnement institutionnel. C'est-à-dire que les secouristes, ils peuvent avoir recours à une psychologue s'ils le souhaitent, mais ça reste une initiative individuelle. Ça ne fait pas partie forcément de la formation, alors que ça peut représenter une part importante du travail que de gérer justement émotionnellement ce phénomène. Alors, un autre point, c'est le dernier sur la question de la théorie du déni social de la mort, c'est que c'est la question de la sacralité. Donc, il y a un anthropologue comme Louis-Vincent Thomas qui parle de déni pour qualifier justement la désacralisation croissante de la mort dans les sociétés capitalistes modernes. Donc, pareil, est-ce que cette notion de désacralisation peut s'appliquer à la culture de la communauté montagne ? Donc, il faut savoir que les professionnels de la montagne se déclarent, et les alpinistes en général, en grande partie, se déclarent en grande majorité athées.
Donc il est vrai que les funérailles, on le voit, hein, de chamoniards qui sont morts en montagne, sont de moins en moins empreintes de sacralité traditionnelle, comme dans l'ensemble de la société française. Hein, d'ailleurs, il y a une déritualisation qui est religieuse, qui est indéniable, au profit de rituels laïques, personnalisés, voilà. Et d'une part, et puis d'autre part, d'une intimisation de la mort, c'est-à-dire qu'on demande plus à l'individu de la gérer et c'est moins porté par le collectif que par le passé. Pour autant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que chez de nombreux pratiquants de la montagne, et surtout chez les alpinistes de haut niveau d'ailleurs, la mort en montagne apparaît en fait comme un point de renouement avec une forme de sacré, parce qu'ils sont très nombreux à déclarer croire au destin, dont l'accident serait en fait une manifestation et contre laquelle donc on ne pourrait rien. Alors évidemment c'est un peu paradoxal parce que le destin c'est une autre façon d'appeler Dieu, dans le sens où à partir du moment où on s'en réfère à une entité divine supérieure qui régirait le cours du monde, c'est ce qu'on appelle un Dieu. Donc évidemment c'est paradoxal, on ne peut pas être athée, croire au destin. Mais après, on peut faire l'hypothèse que c'est aussi pour essayer de neutraliser justement le sentiment d'impuissance, neutraliser sa culpabilité éventuellement, ou sa colère, etc. Enfin, quoi qu'il arrive, ce qu'on peut observer, c'est que finalement, la haute montagne, et notamment autour de ces questions de la mort qui survient, finalement, c'est une sorte de bastion de maintien du sacré dans une société, par ailleurs, justement, qui se désacralise. Voilà, donc c'est ce que d'ailleurs David Le Breton appelle la fabrique intime du sacré. Donc c'est une sacralité un petit peu un peu bricolée, chacun avec évidemment sa sensibilité, ses théories, et on fabrique cette sacralité-là. Voilà, ça va jusque-là ? Ouais. Oui ? Oui, hop. Oui, je suis un peu en retard. Je l'ai fait un peu. J'avais pas prévu d'en faire un à la base, donc j'ai pas le réflexe. Je suis désolée. Voilà, donc pour revenir à mon enquête, si on revient entre guillemets un peu à hauteur d'homme, ce qui ressort de façon aussi assez nette pour juger de la mort en montagne et de l'accident mortel, c'est que c'est un échec. Donc ça, c'est vraiment la formule qui ressort, non, c'est pour plus tard, le terme qui ressort le plus nettement. Donc voilà, pour Marc, c'est un échec, ma position est concise sur le sujet. Patrick, c'est un échec quoi qu'il arrive. Ok, tu meurs dans la pratique de ce que tu aimes, mais tu vas pas là-bas pour mourir, donc c'est quand même un échec, tu as loupé un truc, tu t'es loupé. Donc il y a vraiment chez les enquêtés un refus d'accorder à la mort un rôle positif dans la pratique. Donc pour tous, clairement, la mort dans la passion, c'est pas la passion de la mort, et nul alpiniste souhaite mourir. Il n'y a pas d'acceptation de principe en fait de l'accident en toutes circonstances, sous prétexte que l'activité sera en elle-même dangereuse. Donc ça s'oppose à un certain nombre aussi d'interprétations de la prise de risque, mais on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est intéressant aussi. Donc voilà, il y a vraiment en tout cas un refus de valoriser la mort en montagne sous prétexte qu'elle survient dans le cadre d'une passion. En revanche, le fait qu'elle survienne dans le cadre d'une passion, et c'est là une posture pour le coup qui est très partagée, c'est que ça va quand même permettre de la rendre moins révoltante pour l'alpiniste, plus acceptable qu'une autre mort, on l'a déjà un peu évoqué. Donc on va maintenant voir que le degré d'acceptabilité de l'accident mortel, il dépend d'un certain nombre de variables. En réalité, donc, il y a un jugement qui est... Attendez, je vais boire un petit coup. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, parce que je parle, mais si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez lever la main. Non ? Donc il y a un jugement qui est très différencié, qui est porté sur l'accident mortel selon donc les circonstances d'occurrence, selon les profils des victimes, notamment au regard de leur niveau technique et de l'importance du risque pris. Ce qui aboutit finalement à une certaine typologie de l'accident mortel. Donc en premier lieu, il va y avoir la mort acceptable, cohérente, c'est-à-dire qui n'est pas une bonne mort, hein, on l'a bien dit, mais qui reste acceptable. C'est une mort qui advient dans des conditions d'engagement fort à très fort. Alors c'est un échec, mais voilà, c'est pas déconnant. Donc c'est-à-dire, par exemple, il y en a qui disent que les élites se tuent, ça me gêne pas.
moralement, c'est acceptable. Dans le sens où elle s'inscrit dans une ligne de choix de vie, voilà, on l'a dit, avec une prise de risque qui est consciente et volontaire, et que en fait, l'éventualité de la mort, elle est complètement intégrée à une pratique dans un contexte donné qui la justifie. Ensuite, il y a la mort injuste. Donc, par exemple, lorsqu'elle touche des alpinistes qui sont compétents, mais qu'il n'y a pas eu de prise de risque volontaire lorsque l'accident est survenu, ou qu'il n'y a pas eu de faute, ou lorsque l'ascension n'était pas un projet engagé, on va dire c'est injuste. Il n'aurait pas dû mourir là. Alors c'est le cas aussi lorsqu'il s'est vraiment dû un manque de chance, mais ça peut concerner ça aussi bien les grands alpinistes que les petits alpinistes. Hein. Le côté pas de chance, évidemment, ça aboutit à cette idée de mort injuste. Et puis alors enfin, si c'est pour une idiotie, une erreur, s'il n'y avait pas par ailleurs de risque consciemment ou intelligemment pris, ou si c'est dû à l'erreur d'un père ou d'un professionnel, alors là c'est réellement inacceptable. Donc ça c'est un terme qui était dans la bouche de tous mes enquêtés quasiment, c'est ce terme de mort inacceptable. Alors là ça en fait 3, mais on peut le réduire en 2 grandes catégories dans une distinction un peu duale, hein. Puisque schématiquement on peut retenir d'un côté donc les morts acceptables, cohérentes, et de l'autre les morts inacceptables. Alors ce qu'il faut voir maintenant, parce qu'une fois qu'on a fait ça, c'est dire qu'est-ce qu'il y a derrière ça, et en fait derrière ce jugement différencié de l'accident mortel, derrière donc des représentations de la mort qui en découlent, il y a des visions de l'alpinisme. Donc en fait les individus, donc en l'occurrence c'est les professionnels de la montagne, mais c'est valable de façon plus générale pour les alpinistes, ils projettent dans la représentation qu'ils se font de l'accident mortel leur vision morale de l'alpinisme. Donc autrement dit, les représentations de la mort en montagne, ça constitue en quelque sorte une zone de projection, une projection mais portée à son point extrême, puisqu'il s'agit de la mort, de principes éthiques qui sont au fondement des pratiques de la montagne. Et alors là, on arrive aussi à 2 catégories d'alpinistes qui sont les grands alpinistes et les petits alpinistes. Je dis ça pas au sens négatif, hein, je suis une petite alpiniste, c'est plus par opposition aux grands qu'on en arrive à ce terme de petit. Et donc, ils s'appuient, ces façons de pratiquer, ces alpinistes pratiquent la montagne en s'appuyant sur des systèmes de valeurs qui sont évidemment différents. Donc un des systèmes normatifs qui englobe donc essentiellement les grands alpinistes, mais également les alpinistes forts, et donc l'autre, les amateurs de petits niveaux et les touristes également, qui peuvent donc avoir un degré de conscience du risque faible, voire insuffisant. Alors dans le premier cas, le système des valeurs prend racine dans l'éthique du grand alpiniste, telle qu'il a été définie par les premiers alpinistes britanniques, donc les gentlemen anglais de l'Alpine Club, donc au XIXe siècle, qui les premiers ont édicté les règles fondamentales de l'esprit de l'alpinisme, et qui ça a animé donc tous les grands alpinistes depuis les premières conquêtes alpines jusqu'au plus haut sommet himalayen aujourd'hui, et ce sont donc eux qui ont vraiment posé les bases de l'esprit de l'alpinisme qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la charte des piolets d'or par exemple. Alors sur ce point, je vous renvoie aux travaux de Delphine Moraldo, qui est une sociologue qui a fait justement une analyse socio-historique de cet esprit de l'alpinisme qui est vraiment passionnante. Et alors les règles qui fondent cette pratique sont inspirées des valeurs du système éducatif britannique, des public schools, et où on défendait une idéologie de conquête, de domination, de patriotisme, qui était propre évidemment au contexte de l'Angleterre d'alors. Et l'idée était que la pratique de la montagne devait s'appuyer sur des valeurs comme le courage, le goût du danger, l'esprit de conquête, la discipline, le désintéressement, l'honnêteté, le fair play, et devait respecter donc concrètement un ensemble de règles très strictes qui sont contenues dans une expression qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui, qui est le by fair means. Et donc c'est des règles qui évoluent avec le temps, mais elles répondent toujours du souci en fait de l'adversité juste avec la montagne, qui est exigée par le fair play. Donc c'est l'interdiction de tailler le rocher, le refus d'aide artificielle, jugé unfair, donc injuste. Hier les échelles par exemple, aujourd'hui ce sera plus l'oxygène, l'utilisation uniquement d'outils légitimes comme les piolets, les crampons. Donc il y en a qui font un peu débat d'ailleurs, comme la corde ou le piton.
Et lorsqu'il y a un recours à un artifice injuste, cela est perçu aujourd'hui de façon assez radicale comme de la triche. Donc ça me fait une petite transition pour dire que justement la référence au jeu est très fréquente dans le discours des alpinistes. On parle donc évidemment de fair play, de tricherie, et globalement les métaphores qui usent justement, les formules qui usent de la métaphore du jeu plutôt, sont hyper fréquentes quand on évoque le risque en alpinisme. Donc cette idée dont on parlait tout à l'heure, cette formule de dire c'est le jeu quand quelqu'un s'est tué, ça sous-entend l'idée que jouer, c'est savoir perdre, et que lorsqu'il s'agit d'activités engagées en montagne, perdre, évidemment, peut signifier mourir. Et puis de l'autre côté, gagner, pour la montagne, ça peut consister simplement à forcer la retraite de l'adversaire, et puis où ça peut être simplement, ou de l'éliminer purement et simplement. Et donc, dans ce cas, la mort d'un alpiniste, ce serait rien d'autre que la victoire de la montagne. Alors, ça va au-delà. C'est-à-dire que derrière cette mise en jeu de son intégrité physique, de sa vie, c'est autre chose que l'alpiniste va jouer. Donc là, on rentre dans un autre concept. On va utiliser un autre concept qui est celui du serious game, qui a été bien théorisé par une anthropologue, Sherry Hotner, dans les années 90. C'est-à-dire que le principe est très simple. Il consiste à dire que plus la mise est élevée, plus un jeu est sérieux. Donc la vie humaine pouvant être considérée comme la mise ultime, les activités qui la mettent en jeu pourraient être considérées comme le plus sérieux des serious games. Mais derrière sa vie, en fait, le joueur, il va mettre en jeu pas sa vie, mais à travers sa vie, il la met en jeu, mais à travers la mise en jeu de sa vie, des attributs, des valeurs associées qui va supposer encore supérieures à la vie elle-même, comme l'honneur, le courage, la dignité, etc. Donc après, ça dépend un peu de chacun, et qui permettent à l'individu, en fait, de se distinguer du commun des mortels. Donc ça signifie que la personne qui rentre dans ce jeu, elle est capable, elle acquiert une dignité, une exceptionnalité à laquelle elle aspire. Donc on voit que finalement, même si c'est donc pas souvent dit, que dans ce cadre, que être capable de regarder la mort en face, ça c'est une formule de Mummery, c'est se distinguer du commun des mortels, c'est prouver son courage, donc sa puissance, sa force mentale, etc. Et puis c'est surtout aussi une condition de la pratique du grand alpinisme. Donc, dans ce sens, il y avait Joe Simpson aussi qui disait « Sans la mort, énormément d'alpinistes rangeraient leurs piolets et leurs crampons et rentreraient à la maison ». Voilà. Donc on voit que dans l'alpinisme d'élite, qui donc participe de ce serious game, il y a des enjeux de distinction qui sont évidemment très importants, des enjeux identitaires, même si c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans les discours. Alors d'abord parce que c'est pas toujours conscient, ensuite parce qu'il peut y avoir évidemment d'autres mobiles à la prise de risque, mais sur lequel donc on n'a pas forcément le temps de s'étendre aujourd'hui. Et enfin, parce que de façon tendancielle aussi, il y a chez les pratiquants de la montagne une réticence à dire que le danger, le jeu avec la limite, ce serait un ingrédient apprécié, recherché, qui donnerait à l'alpinisme une partie de sa saveur. Voilà, comme si le goût du risque était en quelque sorte une faute morale qu'ils veulent pas commettre ou admettre, en tout cas dans une société qui globalement la condamne. Voilà. Donc, on a vu que le système de valeurs qui fonde l'esprit du grand alpinisme, considéré comme, pour beaucoup comme le seul vrai alpinisme, donc pardon, là je me suis un peu mélangée, mais donc il y a aussi à côté de ça un autre système de valeurs qui lui va concerner donc davantage le petit alpinisme, et il se trouve que les professionnels de la montagne, qui donc font l'objet de mon étude, sont à la fois des alpinistes amateurs, qui adhèrent donc à l'esprit de l'alpiniste tel qu'on vient de le décrire dans leur pratique personnelle, et des guides, des formateurs, des secouristes qui donc portent à ce titre un regard en fait différent, un regard de professionnel sur la manière dont les petits alpinistes doivent pratiquer la montagne. Et donc, dans les valeurs qui fondent cette pratique, celle qui est centrale, c'est bien sûr la sécurité. Mais on peut aussi retrouver celle de plaisir, dans un sens souvent contemplatif, ou celle d'humilité, etc. Donc là, il y a évidemment un changement assez radical de posture. Donc ça aboutit à des représentations de la mort très différenciées. Et donc là, je reprends ce que je disais plus haut. Pour les professionnels de la montagne, qui sont
également dans leur pratique privée des amateurs. L'accident mortel ne peut se défendre que s'il survient dans les conditions précises du serious game, des grands alpinistes, mais en dehors de ce cadre de jeu strict, voilà, l'accident est inacceptable. Certains de mes enquêtés parlaient d'anomalies, voilà, avec des termes qui peuvent varier, mais voilà, comme si la pratique du petit alpinisme ne contenait pas assez d'enjeux, sinon celui du plaisir, mais donc insuffisant pour que l'accident ait un sens. Donc on voit qu'il y a une forme d'interdit de la mort pour les petits alpinistes. Par ailleurs aussi, je vais pas m'étendre trop, sinon ça va être trop long, mais aussi une distinction qu'on peut retrouver justement entre les petits et les grands alpinistes, on peut la retrouver encore autour de cette notion de sacré, c'est-à-dire dans la façon dont on va faire le récit d'une mort. Évidemment, ce sera pas du tout pareil. En général, les petits alpinistes, on s'en réfère pas au grand dessin de la fatalité. C'est toujours réduit à un enchaînement voilà, causal, concret, donc voilà, dans une causalité qui est complètement désenchantée. Bon, même si c'est aussi le cas, évidemment, pour des grands alpinistes, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de lyrisme quand il s'agit des petits alpinistes qui ont souvent fait des choses idiotes, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils s'étaient habillés comme ça, ils avaient tel matériel, et donc c'est toujours ramené à quelque chose d'extrêmement concret. C'est moins le destin, voilà. Bref, tout ça va nous permettre d'établir une synthèse des hiérarchies et des typologies et faire une typologie des accidents que je vais donc vous montrer avec ce beau schéma conceptuel que je vous laisse donc admirer. Ça résume, j'ai parlé du coup pendant un temps fou alors qu'il aurait fallu que je vous le montre tout de suite, ça aurait été plus simple. Mais voilà, donc on retrouve cette idée que, en fait, selon le profil, en fait, la différence fondamentale, elle est autour du profil de l'alpiniste, parce que parfois, à erreur égale, que ce soit une surestimation de ses capacités, de la fatigue, une erreur dans un oubli de matériel, etc. À erreur égale, le jugement sera pas du tout le même. Il sera évidemment beaucoup plus sévère pour le petit alpiniste qui a fait n'importe quoi que pour le grand alpiniste qui a pas eu de chance. Voilà, ça arrive à tout le monde, etc. Donc on sent que voilà, les discours sont pas les mêmes. Alors maintenant, on va s'intéresser à des notions plus précises, qui sont les notions de normes et de déviance. Donc on va notamment s'interroger plus globalement sur la place de l'alpinisme dans nos sociétés modernes occidentales, toujours au regard des valeurs relatives au risque, à la sécurité, à la protection de la vie. Alors l'alpinisme de haut niveau, qui est donc une sous-culture dans la culture occidentale, s'appuie, comme on l'a vu précédemment, donc sur un système de valeurs qui aboutit à une acceptation de la mort et qui peut donc sembler aller à l'encontre du système de valeurs dominant dans une société du risque où voilà, il y a une recherche systématique d'une sécurité accrue dans tous les domaines et donc voilà, il y a un impératif moral un peu de préserver sa vie. Ça peut paraître donc contradictoire aller à l'encontre, je veux dire, de ce système de valeurs, et c'est ce qui pourrait expliquer qu'il y a un rejet d'une grande partie du public à l'égard de ces prises de risques inutiles. Mais on voit bien, en fait, à travers le succès populaire de la littérature de montagne, par exemple, la fascination qu'exercent les grands alpinistes sur le grand public, et même voilà dans l'histoire, l'investissement des États, etc., que c'est une déviance qui est socialement acceptée. Alors donc une des raisons de cette acceptation, elle est même acceptée, elle est même valorisée un peu, et une des raisons de cette acceptation pourrait être que en fait les valeurs de l'alpinisme correspondent à ce que des sociologues américains, Sykes et Mazza, appellent les valeurs souterraines. Voilà. Donc eux ils avaient théorisé ça à propos de la délinquance juvénile. Ils avaient dit mais finalement c'était à une époque où les sciences sociales, la criminologie, la sociologie, la psychologie aux États-Unis dans les années 60 s'intéressait beaucoup à la délinquance juvénile en disant mais pourquoi et comment est-ce qu'on devient par exemple déviant, et donc ils s'interrogeaient aux causes en disant ben voilà c'est le contexte, c'est l'histoire familiale, etc. Et eux ils ont dit mais finalement en fait c'est pas forcément si déviant, ce sont des valeurs souterraines, on retrouve les mêmes valeurs par exemple chez les jeunes bourgeois qui vont faire la fête, simplement ça va pas être exprimé de la même manière, mais en fait les valeurs de cette sous-culture délinquante
sont les valeurs souterraines de l'ensemble de la classe moyenne américaine de l'époque, mais simplement qui sont contenues à des cadres d'expression précis et qui ne peuvent pas être adoptées dans la vie de tous les jours. Et donc pour l'alpinisme, on peut dire que ça correspond en fait à des valeurs souterraines d'une société étouffée, par une pression sécuritaire accrue, une uniformisation des modes de vie, malgré l'injonction contradictoire à la singularité, et qui serait mue par un désir d'affranchissement de toute cette pression sécuritaire. Alors, je vais vous montrer maintenant un petit tableau qui est fait par un autre sociologue américain. Je suis désolée, j'ai travaillé pas mal avec les sociologues américains parce qu'ils ont beaucoup théorisé les notions justement de normes et de déviance. Et donc là, c'est Howard Becker, qui est assez connu parce qu'il a été célèbre notamment pour avoir écrit un ouvrage assez connu du grand public qui s'appelle Outsider sur les musiciens de jazz et les fumeurs de marijuana. Et donc évidemment ça avait un grand succès auprès des étudiants et puis en plus il n'est pas du tout jargonneux, c'est très agréable à lire, et puis c'est un des premiers qui s'était intéressé à la norme, qui a dit c'est très bien d'interroger la déviance, mais la déviance elle dérive de la norme, donc avant de penser la déviance, pensons la norme. Et c'est comme ça qu'il a créé ce concept d'entrepreneur de morale, donc c'est pas au sens négatif forcément, parce que ça peut faire un peu donneur de leçons comme ça, mais c'est ceux qui œuvrent à imposer une nouvelle norme. Et donc dans ce petit modèle séquentiel très simple, il montre qu'en fait on peut être déviant et avoir l'air conforme, être conforme et avoir l'air déviant, etc. Et donc moi j'ai rajouté en rose finalement une nuance sur ceux qui sont déviants, c'est que il y a des déviances acceptées et des déviances qui sont pas acceptées. Et l'alpinisme d'élite est en quelque sorte une déviance acceptée, alors que par exemple le petit alpinisme au contraire, à partir de cette idée d'une prise de risque idiote, d'un niveau technique insuffisant, etc., serait pour le coup une déviance qui n'est pas du tout acceptée. Il y a une vraie condamnation morale de la part des professionnels lorsque justement des pratiquants de petit niveau ne respectent pas les normes de sécurité les plus élémentaires. Donc ils condamnent globalement une mauvaise pratique de la montagne par l'amateur de petit niveau, et on le retrouve par exemple dans une expression c'est la cour des miracles, ils font n'importe quoi, etc. Et donc ça, ce sont des comportements qui sont inacceptables, et le jugement est en ce sens très très sévère, et ça contient encore la masse dans l'interdit de la mort. Alors maintenant, on va voir comment les professionnels de la montagne s'investissent pour combattre cette déviance. Donc je vous ai déjà un peu parlé de Becker et donc de son concept d'entrepreneur de morale. Donc moi je me suis interrogée dans mon travail pour savoir si c'était un concept intéressant pour les professionnels de la montagne. Est-ce que ils étaient des entrepreneurs de morale assez typiques? Alors non, ils sont pas complètement typiques. Ils ont quelques caractéristiques, mais sur certains points, évidemment, ils s'en éloignent. Alors pour brièvement voir les points de convergence, et pour Becker, une des caractéristiques majeures, c'est la volonté de faire le bien, c'est-à-dire de s'appuyer sur des principes moraux qui sont évidents, qui sont très légitimes, qu'on ne peut pas vraiment remettre en cause, pour justifier la mise en place de nouvelles normes. Alors lui, il prend l'exemple par exemple de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, en disant au départ c'était des pasteurs qui, pour défendre les pauvres, les populations pauvres qui subissaient les ravages de l'alcool, il fallait l'interdire, et les pasteurs ont été rejoints par des femmes qui voulaient lutter contre les violences conjugales, etc. Et donc évidemment c'est très légitime, et donc il y a cet argument et cette vraie ferveur morale qui est vraiment à l'origine de l'entreprise, et après on ne sait pas forcément toujours ce que ça donne. Évidemment c'est complètement différent en soi dans l'objet pour ce qui est de la question de l'alpinisme, mais on retrouve en tout cas chez mes enquêtés cette idée de faire le bien, de lutter contre l'accident. Ils disent on veut moins de morts, on veut préserver la population, la vie est au-dessus de tout, et en s'appuyant nécessairement sur la sécurité comme principe central revendiqué. Donc une des caractéristiques qui en découle de cette ferveur morale, c'est de vouloir changer les mentalités, de faire changer les normes de comportement. Donc l'évolution de la formation des guides, elle est assez probante en ce sens, donc c'est sortir de la culture de l'exploit, se décoller justement des valeurs du grand alpinisme,
pour promouvoir une pratique plus sûre. Voilà. Et là, on retrouve dire une tendance à vouloir mettre le petit alpinisme dans le giron des sports normaux. Hein, ce que certains, c'est un peu hors norme, le grand alpinisme, mais le petit alpinisme, il faut que ce soit plus un sport normal qui corresponde au système de valeurs dominant. Une autre caractéristique, c'est celle de vouloir justement influencer la loi. Alors ça, c'est moins flagrant parce qu'on va le retrouver sur certains points, par exemple sur la PHN ou sur les syndicats des guides qui aimeraient que soit inscrit dans la loi, par exemple, le partage des responsabilités, mais c'est globalement plat flagrant. Ensuite, il y a la question de la défense des intérêts professionnels. C'est-à-dire derrière des arguments moraux, il y a bien sûr la volonté de protéger aussi une profession. Parce que là, on sait qu'un accident, ça n'implique pas seulement les individus en présence. C'est-à-dire que maintenant, il y a un peu un transfert de la charge de la réparation, de l'auteur du dommage vers le groupe, que ce soit l'association sportive, l'assureur ou même l'État. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs de la montagne, finalement, qui sont aussi concernés par ces problèmes d'accidentologie et qui vont s'investir pour faire évoluer les normes. Après, il y a évidemment plein de limites à ce profil. Il y a des caractéristiques qui font qu'ils en sont quand même assez éloignés, puisque je dirais que moi, c'est quand même des entrepreneurs un peu défensifs. C'est-à-dire que ils entreprennent un travail d'imposition de nouvelles normes, c'est en partie pour pouvoir simplement en fait continuer à vivre de leur passion, qui est la montagne. Donc les professionnels, ils se retrouvent aussi contraints, de protéger un secteur d'activité qui est menacé par le réchauffement climatique, par la judiciarisation croissante de la société, le recours de plus en plus systématique à la voie juridique. Donc pour ça, en fait, ils font simplement se défendre. Et puis, au niveau de la loi, justement, il y a cette idée de ne pas vouloir inscrire les choses trop dans la loi, mais au contraire d'entretenir le flou. Donc c'est changer les normes implicites, mais garder un cadre juridique souple qui les protège. Et enfin, un dernier point, c'est qu'en fait, souvent, il y a quand même un vécu, l'impact du vécu qui est fort, et selon un petit peu leurs expériences, ils vont simplement avoir envie d'éviter à d'autres de vivre la même chose qu'eux, et donc ils participent à faire prendre conscience qu'un accident a énormément d'implications et qu'il est donc assez légitime de vouloir le combattre. Quelque chose qui est aussi ressorti un peu de mon étude, c'est l'idée d'essayer d'éviter de juger. Parce que là, je parlais du jugement sévère qui portait. Donc, quelque part, ce jugement, il est aussi très humain. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à juger, à dire non mais ça n'importe quoi, il a fait ci. On le fait tous de façon très spontanée, et qui plus est dans ce milieu-là, c'est aussi une façon de se protéger. C'est plus net chez les secouristes qui par exemple, en tout cas il y en a un qui l'évoque comme ça, dans le sens où il dit en fait juger un accident, c'est se protéger, c'est se dire en fait moi ça aurait pas pu m'arriver. Là il a fait n'importe quoi, il a fait ça, moi jamais j'aurais pu le faire. Mais il dit pourtant on a tous été des débutants. Donc là pour le citer, il dit il est difficile mais très important de ne pas juger les débutants en alpinisme. Voilà. Car il y a vraiment une part de chance, parce qu'on a tous débuté l'alpinisme, on a tous fait des bêtises qui nous ont pas coûté cher, pour qu'on soit toujours là. Et il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Première erreur, paf. Donc c'est une façon de souligner le fait que, avant d'être un bon alpiniste, on est un petit alpiniste et que ce passage obligé, mériterait peut-être un peu plus parfois de tolérance. De la part de ceux qui jugent. Et puis de la même manière, un autre de mes enquêtés évoque le fait que le jugement peut aboutir à des comportements un peu condamnables, dans le sens où parce qu'on va estimer que la prise de risque elle est inconsidérée, on va pas aller les secourir. Ce qui a été le cas par exemple dans l'affaire de Vincent Don et Henri, on se dit ils font une hivernale, n'importe quoi, et on va pas mettre en danger la vie des secouristes, et donc on n'y va pas, et ça s'est donc évidemment soldé par la mort des deux jeunes alpinistes. Alors que aujourd'hui, on parlait d'évolution de normes, faire une hivernale, ça choque pas. Mais à l'époque, ça le faisait. D'où l'importance d'essayer de ne pas trop juger, évidemment, les accidents. Voilà, donc là, j'ai fini un peu sur cette partie-là pour montrer quand même qu'on sent chez les professionnels une forme de tiraillement qui persiste entre l'adhésion au principe de sécurité et à la nécessité d'édicter des normes pour l'appliquer, et le désir de défendre la liberté de pratique coûte que coûte, quelle que soit la manière dont est pratiquée la montagne. Et donc cette tension, elle est palpable dans des discours qui sont parfois contradictoires et surtout qui semblent pas vécus de la même manière selon les personnes.
Et c'est là un autre point dont on va un peu parler, c'est qu'il y a de réelles variations individuelles aussi dans l'appropriation des cadres et dans les représentations de la mort que ça implique. Donc j'en arrive à ma dernière petite bulle sur la polarisation des éthiques qui s'observe quand même assez nettement avec donc d'un côté la montée en puissance du discours sécuritaire et de l'autre une défense radicalisée des valeurs du grand alpinisme. Alors dans le premier cas, pour la montée en puissance du discours sécuritaire, alors comme ça fait un peu peur, mais ça n'a pas la charge négative que ça peut avoir en politique, par exemple. Évidemment pas, c'est juste d'insister sur le principe de sécurité dans la pratique. Donc on l'observe de différentes manières. Alors déjà globalement, on voit qu'il y a une augmentation des travaux de sensibilisation sur la sécurité en montagne, sur les recherches en accidentologie. Il y a de plus en plus de conférences, même à l'ENSA par exemple, sur le risque, l'accident, la décision en situation critique, les liens entre montagne et justice par exemple. Il y a une présence plus marquée. Alors c'est pas que lié à cette montée du discours sécuritaire, mais aussi à la technologie moderne. Mais donc il y a une présence plus marquée sur les réseaux sociaux, des postes à visée informative et préventive qui émanent d'institutions comme le PGHM ou comme la Chamoniarde. Mais tout ça montre qu'on va quand même dans le sens d'un engagement accru des professionnels en faveur d'une pratique plus sûre. Alors, ça vise surtout les petits alpinistes, donc, pour essayer de leur faire prendre conscience peut-être d'un risque qu'ils ne mesurent pas bien. Mais de plus en plus de discours émanent aussi de guides, mais qui sont originellement connus pour leur pratique engagée en tant qu'amateurs et qui vont s'adresser à des bons alpinistes et non plus à des débutants et à des touristes, en leur enjoignant par exemple un peu à lever le pied. Donc là, je vais vous lire par exemple un post de Paul Bonhomme, qui est donc un guide de haute montagne, mais qui est également un alpiniste et un skieur de pentraide renommé, qui publie sur sa page Facebook un post donc intitulé « Freiner comme je peux ». Et donc c'est une invitation à sortir un peu de la culture de l'exploit. Donc je lis. « Ne succombez pas aux sirènes d'une gloire superficielle, d'une quête individuelle. Oui, s'il vous plaît, arrêtez de tomber. » Le monde a changé, la société a changé, l'alpinisme a-t-il changé? Ne serait-ce pas temps d'arrêter de prôner l'exploit et de se pencher sur la démarche? Mettre le sommet de côté, la difficulté entre parenthèses, et ne retenir que l'histoire. Le monde a changé, la société a changé, j'essaye juste de freiner comme je peux. Voilà, on ne peut pas définir clairement ce qu'il entend par évolution de la société et du monde, mais on peut supposer qu'il se réfère quand même implicitement à un changement de la hiérarchie des valeurs qui fait un peu redescendre l'exploit sportif, la notion de performance, en dessous de l'attachement à la vie. Donc, puis même cette injonction à dire arrêtez de tomber, etc., ça montre aussi qu'il y a peut-être chez lui une usure de la mort qu'il a souvent fréquentée. Donc il y a de nombreux discours publics comme ça de professionnels qui portent la marque de ce souci grandissant pour la sécurité et qui prônent donc une pratique toujours plus safe. On retrouve aussi au niveau institutionnel maintenant cette tendance à s'appuyer de plus en plus sur des valeurs de sécurité et de protection de la vie pour promouvoir donc de nouvelles normes. Et donc là, c'est vraiment caractéristique dans ce lieu emblématique de l'ENSA, c'est l'évolution de la formation des guides. C'est-à-dire que au départ, on était vraiment justement dans une culture plus de l'exploit, ce que certains appellent la culture pushy, des guides français, qui ont d'ailleurs un taux d'accidentalité plus fort que le reste de l'Europe. Mais c'est lié justement à des phénomènes culturels. Et avant, était un bon guide celui qui était fort techniquement. Ensuite, donc, ça a progressivement évolué vers une idée de prendre en compte le risque pour apprendre à mieux le gérer, mais à le gérer objectivement. Et maintenant, on arrive à des outils de formation qui intègrent davantage en fait de facteurs humains qui prennent en compte beaucoup plus l'émotion, la dynamique du groupe, la répartition de la responsabilité et tout, pour aider à mieux décider, à prendre des décisions cohérentes. Donc c'est l'objectif de l'outil Guidos, par exemple. Pour ceux qui ont assisté à la conférence, vous avez dû voir la présentation justement d'Alexis Malouin.
Ensuite, il y a aussi de façon encore plus radicale, avec un autre mode d'action, le souci de sécurité qui se manifeste vraiment formellement dans le durcissement de la régularisation, de la réglementation des pratiques, notamment avec les arrêtés préfectoraux depuis 2018, la PHN qui encadre de façon vraiment beaucoup plus stricte les pratiques dans le massif du Mont Blanc. Donc voilà, ça fait qu'à l'échelle à la fois individuelle et institutionnelle, on voit vraiment se durcir un peu ce discours-là, enfin en tout cas ce travail d'imposition de nouvelles normes vers davantage de sécurité au cœur de la pratique. Et puis parallèlement, il y a donc une autre dynamique qui est à l'œuvre et qui va se concrétiser donc dans le milieu de la montagne et qui se concrétise au contraire dans une institutionnalisation de l'esprit originel de l'alpinisme, voilà, pour le défendre. Donc, alors la logique, elle n'est pas forcément incompatible avec une préoccupation de la sécurité, mais elle en refuse en fait la radicalité et sa traduction sous forme de contraintes juridiques, voilà, au nom de valeurs jugées supérieures, voilà, qui sont les valeurs de l'éthique du grand alpinisme. Donc, en ce sens, bien sûr, il y a les piolets d'or, puisque l'idée c'est quand même de célébrer l'esprit de l'alpinisme contre le développement des mauvaises pratiques liées à la touristification de la montagne. Et puis il y a également par exemple l'inscription de l'alpinisme à l'UNESCO, donc vraiment dans cette idée d'un patrimoine menacé, donc ces valeurs qui sont menacées justement par le tourisme, etc., par des pratiques un peu débridées, et donc on va le protéger en l'inscrivant au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO, voilà, en 2019. Voilà, donc sur voilà, la polarisation des cadres normatifs, donc elle s'accroît, mais on voit que quand même c'est des valeurs qu'on a tendance à supposer un peu contradictoires, en fait, la liberté et la sécurité, donc c'est un conflit qui apparaît quand même un petit peu sans fin, et c'est d'ailleurs au cœur de conflits récurrents, d'affaires qui vont agiter le milieu montagnard, et en particulier les professionnels. Donc là, il y a quelques images. Donc je ne sais pas si vous voyez à quoi ça réfère. D'un côté, là, on voit Christophe Profit avec l'affaire des pieux du Mont Blanc. Là, les hurluberlus du Mont Blanc, comme disait Jean-Marc Peyex, qui avait donc bivouaqué au sommet du Mont Blanc, alors que justement l'arrêté préfectoral disait que c'était interdit. Mais, par exemple, c'était interdit en cas de grosse influence. Or, ils n'étaient pas du tout en période d'influence. Donc, évidemment, il y en a qui ont beaucoup réagi. Et puis il y a par exemple une tribune aussi, une tribune qui a été coécrite, co-signée par un certain nombre de représentants d'instances professionnelles de la montagne qui avaient réagi comme ça, un peu dans ces cadres de ces conflits, à une proposition toujours de Jean-Marc Peyex, qui aime beaucoup faire de l'animation sur ce sujet, qui avait proposé que, il voulait que ceux qui souhaitaient faire l'ascension du Mont Blanc paye une caution de 15 000 € pour couvrir les frais de secours et de sépulture en cas d'accident mortel. C'est beaucoup. Et donc dans cette tribune qui s'intitulait « La montagne doit rester un espace de liberté face à la tentation du tout sécuritaire », donc c'était signé par le président de la compagnie des guides, le maire de Chamonix, président du GHM, etc., président de la Chamoniarde. Il disait « L'émotion légitime suscitée par de tragiques accidents inhérents à la pratique de la haute montagne a pu nourrir ces dernières semaines la tentation d'une réglementation plus coercitive de l'alpinisme, de l'instauration d'un permis d'ascension, voire d'une caution pour bénéficier des secours en montagne. En tant que professionnels de la montagne, élus, personnalités de l'alpinisme ou alpinistes amateurs, nous appelons collectivement à faire le choix de la responsabilité, de l'humilité et de la liberté. Ces valeurs sont le socle de l'inscription de l'alpinisme à l'UNESCO au titre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2019. Alors par ailleurs, on va voir que dans ces petites affaires qui agitent le monde de la montagne, parfois il y en a qui vont avoir, selon l'histoire, avoir une posture un peu différente. Un jour, ils vont défendre la sécurité, donc défendre un comportement en disant quand il s'agit de sécurité, on mégote pas. Et puis un autre jour, ils vont défendre les valeurs du grand alpinisme. Ça dépend un petit peu en fait de la situation.
Mais ce qui est compréhensible, en fait, on va le voir. Donc c'est sociologiquement, en fait, on voit que donc il y a ces deux tendances qui sont nettes, mais effectivement à l'échelle individuelle, en fait, c'est plus complexe parce que ces valeurs, en fait, de liberté, d'acceptation des risques, voilà, d'un côté, et celles plus de protection de la vie humaine et de sécurité de l'autre, globalement, elles suscitent l'adhésion de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand alpiniste qui se fiche complètement de la sécurité, il n'y a pas de petit alpiniste ou touriste qui n'a pas envie d'éprouver un peu la liberté que procure la montagne, mais donc le sujet fondamental en fait c'est celui de leur hiérarchie, c'est-à-dire quelle valeur on va mettre un peu en tête du classement. Donc est-ce que c'est la liberté, dussent-elles se payer au prix d'accidents plus nombreux, est-ce que c'est la vie humaine, voilà, dussent-elles se payer au prix d'un monde trop aseptisé. Donc évidemment il y en a qui diront que c'est une question d'équilibre, mais en la matière évidemment l'équilibre il est un petit peu difficile à trouver, hein. C'est pas comme une balance à poids, chacun a un peu l'équilibre à sa porte, et ça va être fonction en fait un petit peu de sa culture, de sa socialisation à la montagne, de sa trajectoire, donc aussi de ce qu'on a vécu, de sa confrontation à la mort aussi justement, de son genre, de son âge. Donc il y a énormément de variables qui font qu'en fait chacun va avoir des postures qui peuvent varier, et puis ça peut aussi évidemment varier selon le contexte et le cadre, donc s'il est professionnel ou amateur. Alors là, on en vient à un point important, et je terminerai un peu sur cette notion, c'est qu'on se dit, en fait, il y a quelque chose qui permet de faire un point de bascule assez facile, assez évident, c'est la notion de responsabilité. C'est dès lors qu'on est responsable, hop, on va changer de système de valeurs. Ça paraît très clair quand, par exemple, il s'agit d'un guide qu'emmène son client. On dit, voilà, là on sait, la mission, elle est claire, elle est nette, il doit ramener son client vivant. Donc il n'y a pas à discuter, la sécurité avant tout. Puis on va dire que celui qui va se faire un solo pas possible, je sais pas, en face nord des Grandes Jorasses en hiver, après tout, il engage que lui. Bon, évidemment, c'est pas aussi simple, parce que cette notion de responsabilité elle-même, elle est sujette à débat. C'est-à-dire qu'en fait, quand on part en montagne, de quoi on est responsable et de qui on est responsable? Alors, est-ce qu'on est seulement responsable justement de son client quand on est guide, par exemple, ou de son compagnon de cordée si on est le leader, ou est-ce qu'on est responsable aussi de son compagnon de cordée qui a le même niveau, où on est parti... voilà, un peu ensemble, mais voilà, en équipe. Ou est-ce qu'on est responsable de celui qui est à côté de nous, mais qu'on connaît pas, qui est juste un peu moins bon? Donc, est-ce que c'est une question de niveau? Est-ce qu'on est responsable de ses pairs, mais simplement dans le cadre de la montagne si on les voit? Ou est-ce qu'on en est responsable même si on les connaît, mais qu'on les voit pas? Donc, est-ce qu'on a un devoir de les accompagner, de les aider, de les prévenir? Est-ce qu'on est responsable en fait des gens qui veulent s'initier à la montagne? Est-ce qu'il faut donc les sensibiliser, les former? Donc, en fait, cette idée de responsabilité, elle est très sujette, voilà, à débat, et chacun va avoir un peu sa posture. Pour certains, c'est moi, en dehors du cadre de mon travail, c'est bon, c'est déjà assez lourd de décider tout le temps, de porter cette responsabilité. Je vais pas m'occuper de celui du pimpin qui va aller faire n'importe quoi, tant pis pour lui. Et puis il y en a qui vont au contraire se sentir obligés d'intervenir, de former, de se lancer dans des entreprises d'imposition des normes, etc. Et puis il y a une dernière aussi question, qui est la question de la responsabilité à l'égard de ceux qui restent en bas, en fait. C'est-à-dire que pas forcément les pratiquants de la montagne. Et ça aussi, c'est un point qui est en train d'émerger. Et donc il y a eu une lettre, par exemple, en 2021, qui a été écrite par une femme qui s'appelait Vorlette, qui était la compagne d'un alpiniste qui s'était tué au Népal, et qui a adressé cette lettre voilà, à l'alpiniste ou amateur d'activités risquées en montagne, et qui l'invite donc à réfléchir pour fortifier le sens de ta pratique et des relations qui te lient à tes êtres chers. Tu dois, alors un peu plus loin, elle dit, tu dois à tous tes proches dont l'amour te compose une réflexion profonde sur ta pratique et ta prise de risque. Car lorsque tu tombes, c'est leur bonheur que tu emportes dans ta chute. Voilà, donc j'ai pris des petits extraits, elle est très longue, elle est très intéressante, elle a fait un petit peu de remous dans la communauté montagne, et certains n'étaient absolument pas d'accord, mais globalement ça a fait en tout cas réfléchir. Alors ça c'est évidemment quelque chose qui émerge maintenant, mais alors ça émerge pour les hommes parce que c'est quelque chose, et je termine sur cette petite touche féminine, ça existe depuis toujours pour les femmes, c'est-à-dire que les femmes, pour le coup, on a toujours, même si ça change un tout petit peu, condamner leur prise de risque
parce qu'elles sont souvent mères et que justement elles n'ont pas forcément le droit d'aller prendre des risques inconsidérés alors qu'elles sont des enfants à charge. Et donc là par exemple dans un petit livre qui s'appelle La dent du piment de Thomas Venin aux éditions Guérin, qui est très sympa, je vous invite, hein, c'est plein de petites dates, c'est écrit avec beaucoup d'humour. Et donc justement, il parle de cette histoire en 1995 d'une grande alpiniste écossaise, Alison Hargreaves, qui trouve la mort dans une tempête en redescendant du K2 et elle se fait en quelque sorte un peu, assassinée une deuxième fois par les tabloïds britanniques en disant que c'est incompréhensible. Il la condamne vraiment très durement en disant qu'elle est allée abandonner ses enfants pour aller se tuer en montagne. Et au même moment, il y a deux autres alpinistes britanniques, très célèbres là-bas, Paul Noon et un autre dont je me souviens plus, qui se sont tués aussi en redescendant d'un sommet proche. Et puis là, en gros, les tabloïds sont formels, ils sont très fiers de leur papa. Et voilà. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée aussi, c'est que l'homme a le droit de prendre ses risques. C'est pas grave parce que la femme s'en occupe et les femmes en revanche elles vont être facilement condamnées parce qu'elles ont la responsabilité de la famille, des proches, des enfants. Alors je suis pas forcément radicale dans le sens où je sais qu'il peut y avoir d'autres facteurs biologiques, hormonaux, je veux dire je suis pas une constructiviste radicale là-dessus, moi-même je suis mère et j'ai éprouvé ce repli dans la pratique et dans le rapport au risque à partir du moment où j'ai eu des enfants. Donc je peux pas dire que ce soit qu'un fait social. Mais je pense que ça participe aussi à maintenir en fait aussi par exemple les femmes dans des activités où la prise de risque elle n'est pas justement valorisée. Et d'ailleurs on voit que l'argument naturaliste il a un peu des limites quand on voit des femmes comme Catherine Destivelle, Lénil ou Marion Poitevin qui sont extrêmement performantes et qui font des trucs incroyables, toutes femmes qu'elles sont, et que peut-être que s'il y avait aussi une société qui condamnait un peu moins ces prises de risques, il y en aurait davantage. Voilà. Alors après, là, je dis un tout petit peu mon point de vue, mais j'essaye quand même de ne pas trop juger, dans le sens où cette question, elle est très épineuse entre le risque et la sécurité, parce que tout se défend, évidemment, et on a besoin de risques pour qu'il y ait de l'audace, pour qu'il y ait de la créativité, pour qu'il y ait des grandes choses, et rien s'est fait sans ça. Donc il ne s'agit pas non plus d'être dans un tout sécuritaire, et il faut savoir l'encourager dans une certaine mesure, et de l'autre côté, on ne peut pas être inconscient... Et voilà, et se laisser un peu berner par les sirènes de la performance, de la distinction, etc. Et faire de la prise de risque autre chose que quelque chose de positif, voilà, à mon sens. Voilà, j'ai enfin fini, c'était un peu long, je suis désolée. Non, ça va très bien, merci Juliette. Non, mais je sais pas. On va prendre quelques questions et je vous demanderai juste de lever la main et de les poser dans le micro pour le son. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est vrai que c'était très, très complet. Oui, c'est un peu trop complet. Non, c'est très bien. Oui. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si vous avez eu des guides qui sont partis en montagne avec un client et qui auraient pu partir, enfin qui ont eu un accident en montagne où leur client n'était pas au niveau, et la personne serait restée avec son client. Pour quelle raison? Elle ne serait pas redescendue alors qu'elle aurait pu, mais elle est restée avec son client parce que on n'abandonne pas son client. Je suis pas sûre d'avoir très bien compris la question. C'est-à-dire, est-ce que vous avez Alors j'ai pas eu beaucoup de récits. Des histoires, il y en a plein. J'ai pas forcément plein d'histoires spécifiques. Donc celle-là, de ce que j'ai compris, j'ai pas ça. Est-ce que le guide en général reste avec son client? Je crois, oui. Va rester avec son client. Jusqu'à en mourir. Ah, jusqu'à en mourir, oui, c'est ça la limite. Ça. Alors il y a eu parfois il y a eu des histoires un peu comme ça où effectivement, mais c'était pas tant resté peut-être avec. Que je crois qu'il y a Alexis Malon qui est par là. Peut-être que il veut pas. Ah non, il est parti. Bon, il aurait pu. C'est un professeur à l'ENSA. Peut-être que il aurait eu une question. C'est une question éthique, finalement. Oui, c'est très complexe. Moi, je voudrais revenir sur le dernier point que vous avez évoqué pour dire que
les hommes aussi peuvent avoir ce ressenti. Tout à fait, tout à fait. Et de baisser, de mettre la barre plus bas à la naissance de leur premier enfant. Complètement. Et alors, je l'ai pas, parce que c'était déjà long, vous voyez, j'ai pas pu l'aborder, mais effectivement, l'entrée en parentalité, entre guillemets, globalement, a un impact clair sur les pratiques, et chez les hommes aussi, tout à fait. C'est plus dans le jugement que la société va porter sur la prise de risque en fonction de la personne, si elle est mère ou père. Mais on est complètement d'accord que c'est quelque chose qui touche aussi les hommes, bien sûr. Autre chose qui peut être liée à ça, mais aussi à l'âge peut-être, mais quand je qualifierais donc de petit alpiniste, on peut devenir grand alpiniste, évidemment, il y a des pas, mais la question que je voulais poser, c'est justement ce grand alpiniste, est-ce qu'il a cette ascension, que j'appellerais une ascension ou un voyage, elle a une conséquence aussi à un moment donné, c'est la descente. Et dans cette descente, dans ce retour, le grand alpiniste peut postuler pour être petit alpiniste. Mais avec toutes les normes de sécurité qu'il a, toute l'expérience qu'il a, mais il y a la descente et le retour. Ouais, non mais ça c'est un point. Il y a la descente avant le retour. Qui est exigeante. Mais ça, c'est un point qui est effectivement très intéressant, et notamment quand on parlait des variations, enfin des variables qui peuvent changer les postures. La question de l'âge, elle est aussi importante. Il y en a beaucoup, moi, dans mes enquêtés, justement, c'est quand ils ont eu des enfants, à partir d'un certain âge, ils n'avaient plus envie, et donc ils ont aussi changé complètement la pratique dans quelque chose de plus contemplatif aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent changer le rapport à sa pratique, évidemment. Il y a plein de nuances que j'ai pas pu aborder, donc parfois ça pouvait vous paraître un peu schématique, mais voilà, c'est aussi parce que parfois pour la clarté du propos, on est obligé de fonctionner un peu par catégorie et système, mais on est bien d'accord qu'il y a toutes ces nuances-là, et que j'ai toute une partie de mon travail qui est là-dessus, justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-haut? Oui. Vous parliez tout à l'heure du travail émotionnel chez les gens du PGHM, et j'étais assez curieuse sur est-ce que vous pouvez développer un peu plus ce sujet? Quand ils parlent de gestion émotionnelle, de travail émotionnel, ça veut dire quoi exactement pour eux? Alors pour eux, aucun ne me l'a vraiment théorisé, mais après il y a plusieurs trucs. C'est déjà la capacité à mettre donc l'émotionnel de côté, qui est quand même un travail psychique et exigeant, arriver à mettre ça de côté. Donc ça, c'est une compétence que certains acquièrent et d'autres pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit qu'il y a effectivement des différences déjà chez les secouristes. Surtout, ce qui était dit, c'est qu'en fait ils arrivaient à en parler en fait de façon très légère pour évacuer en fait le trop plein d'émotions, un peu comme à l'instar des soignants, j'imagine. C'est voilà, on en parle de façon légère, on fait des blagues, et c'est notre façon un peu justement d'évacuer les émotions, mais donc c'est pas abordé donc en fait c'est que le travail le travail émotionnel qu'ils fournissent, c'est eux-mêmes qui le font, mais pas de façon consciente et appliquée. C'est-à-dire que ça va être une capacité à mettre de côté cet émotionnel. Et ensuite, à se dire, par exemple, voilà, on parlait du jugement, je pense que ça en fait partie aussi, c'est-à-dire on rationalise, par exemple, les choses, on met des causalités très, très claires dans les accidents, comme ça, à chaque fois, on les comprend, à chaque fois, on sait, et cette façon de rationaliser, c'est quelque part une façon de neutraliser l'émotion. Donc ça peut être aussi une des dimensions du travail émotionnel. Après, c'est pas un truc que j'ai non plus creusé spécifiquement, mais c'est cette idée, en fait, d'arriver, voilà, selon le contexte de pratique, à adapter son cerveau en fait à la situation, pour pas que l'émotionnel déborde, mais qu'il y ait un travail en fait d'ajustement un peu permanent quand ils sont sur le terrain. C'était juste en fait pour souligner le fait que on le présente souvent, le travail des secouristes eux-mêmes, comme voilà, c'est un boulot, et ça revient énormément. C'est voilà, le boulot, c'est ça, il faut faire le boulot, et donc c'était pour montrer qu'en fait derrière ce boulot concret, en fait ça demandait de
fournir tout ce travail émotionnel. Après, pour aller un petit peu plus loin, justement, je vous invite à lire Hochschild, qui est une sociologue qui a travaillé énormément là-dessus, et il y aura plein de trucs intéressants, j'imagine, pour vous. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une petite question sur vos hypothèses de base. C'est un beau travail que vous avez fait, et quelles étaient vos hypothèses avec lesquelles vous êtes partis? Bonsoir. Vraiment, c'était un peu ce que je disais au départ. Hein. C'était cette idée de bonne mort, en fait, de représentation positive de la mort en montagne, qui devait être un facteur d'acceptabilité, en fait, de l'événement ensuite. Donc c'était un petit peu ça le départ. Après, j'ai pas fait un truc très hypothético-déductif, dans le sens où je suis pas partie avec une hypothèse hyper arrêtée, et que c'est aussi l'étude, l'enquête qui m'a amené à de nouveaux questionnements et à des points que j'ai abordé, parce qu'au départ j'ai fait quelque chose d'un peu plus statique, entre guillemets, c'est une sorte d'état des lieux, et puis ensuite j'ai voulu plus m'intéresser aux dynamiques, à l'évolution justement, et donc à ce côté imposer de nouvelles normes, ce que ça signifiait, etc. Mais donc j'avais pas non plus une hypothèse complète que j'ai ensuite interrogée, quoi. Moi, j'ai peut-être une question par rapport à d'autres morts dans des activités de loisirs, des sports qui ont moins cette dimension éthique, classée à l'UNESCO, etc. Est-ce que le deuil est, par les proches, ceux qui restent, est tout autant accepté? Est-ce qu'on dit aussi que c'est des belles morts, entre guillemets, cette notion du sublime, comme on le dit en alpinisme, ou c'est vraiment propre à l'alpinisme qui est finalement différent des autres sports? Après, moi, j'ai pas travaillé spécifiquement sur le deuil, donc c'est vrai que c'est une vraie question, hein, qui mériterait d'être étudiée plus précisément. Après, je pense qu'on retrouve des choses similaires, en fait, dans des activités où il y a une passion forte, parce qu'effectivement, cette idée de mourir dans la pratique de ce qu'on aime, je pense que pour les proches, ça permet toujours d'adoucir la douleur, même si ça ne l'empêchera évidemment pas. Mais en tout cas, on se dit que la personne a vécu avec ce qu'elle aime, et donc on peut supposer qu'effectivement ça peut aider. Mais je crois que c'est l'idée de passion, en fait, et donc c'est pas que l'alpinisme, c'est peut-être dans plein d'autres activités. Je pense que ce qui est difficile, c'est quand c'est révoltant et justement injuste, il n'y a pas eu de chance, et là c'est plus difficile, je pense, le deuil. Allez, peut-être une dernière question. Super pour ton travail, très très intéressant. Moi, en regardant le tableau de synthèse sur les discours sécuritaires et le discours plus sur on va dire l'inspiration que peut donner la montagne sur des aspects plus de plaisir, on a le sentiment qu'on catégorise deux types d'alpinistes, de guides, etc. Alors que j'ai un peu le sentiment qu'il y a une forme de schizophrénie à l'intérieur même des personnalités. C'est-à-dire qu'il y a d'où le discours qui est à l'intérieur de chacun. Et je trouve intéressant, peut-être, c'est une piste aussi, peut-être, de pas forcément dire que c'est des individus, des grands alpinistes d'un côté et des petits alpinistes de l'autre, mais qu'il y a peut-être en soi, et je me mets dedans, cette double perspective qui fait qu'il y a un peu de schizophrénie qu'on retrouve dans le discours de Paul Bonhomme. Vu ce qu'il fait, c'est quand même pas entendable. Je trouve ça ahurissant, de cette schizophrénie collective, en fait. Ouais. C'était juste une forme de remarque plus qu'une... Non, mais complètement. Et puis c'est tout à fait une forme de schizophrénie un peu artificielle. Mais oui, complètement. Alors après, c'est pareil. J'ai pas trop pu le développer, mais c'est oui, au sein des individus, il y a cette tension qu'on retrouve, et parce qu'en fait, pareil, un sociologue que j'aime bien. Pardon, mais il parle justement de l'homme pluriel, et dire que voilà, en fait, on a tous plein de socialisations, plein de valeurs, en fait, qui peuvent même parfois être contradictoires, mais simplement qui vont s'exprimer dans des cadres différents, et on a tous cette complexité, et bien sûr que l'alpinisme est un alpinisme pluriel, donc évidemment, donc on parlait de l'âge tout à l'heure et tout ça, mais je pense que ça y participe. C'est pour ça qu'il y a plein de variables que j'ai très rapidement évoquées, mais on est bien d'accord qu'au sein même de chacun, oui, il y a cette tension ou pas, et parfois avec des réconciliations efficaces. Merci beaucoup Juliette, on peut encore l'applaudir, vraiment c'est un travail sur un sujet pas facile.
Pour ceux qui auraient encore des questions, il va y avoir un deuxième temps où la petite université l'ENSA vous invite à un pot à la bibliothèque qui est au 2e étage. Quand vous redescendez, vous prenez un escalier de gauche. Voilà, bon courage pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vous perdre. Vendredi soir, il y a un autre événement avec l'avant-première du film A Journey About Sharing sur l'association Zoom Connexion au Pakistan. Donc voilà pour un thème un peu plus léger vendredi soir. Il y aura la projection de ce film. Ceux qui veulent assister aux prochaines conférences de l'ENSA, vous pouvez me laisser votre mail ici. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venus aussi nombreux. On fait ça aussi pour vous. Donc voilà, bravo. Vous pouvez vous applaudir, vous.